Le 4 septembre 1959, j'ai fait un voyage important à Delhi. Une fois là-bas, outre d'importantes réunions avec le Premier ministre Nehru et d'autres éminents dirigeants dont le président et le vice-président indiens, je me suis entretenu avec les ambassadeurs de plusieurs pays. À titre personnel, ce qui m'a le plus touché au cours de ce séjour a été le rassemblement de plusieurs milliers d'Indiens organisé par la Bharat Tibet Sangh, la fraternité indo-tibétaine, et par le président Acharya Kripalani, un célèbre militant social, disciple de Gandhi. Acharya est resté un partisan fervent de la cause tibétaine et un ami très cher jusqu'à sa mort en 1982. À présent que j'étais dans un pays libre, j'ai commencé à consulter des experts internationaux afin de porter l'affaire du Tibet devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, pendant mon passage à Delhi en ce mois de septembre 1959, j'ai écrit au secrétaire général des Nations unies, Dag Hammarskjöld. Au regard du traitement inhumain et des crimes contre l'humanité et la religion dont est victime le peuple tibétain, je sollicite l'intervention immédiate des Nations unies. Le 21 octobre 1959, l'Assemblée générale a adopté une résolution parrainée par l'Irlande et la Malaisie qui demande que les droits fondamentaux de l'homme et le particularisme culturel et religieux du peuple tibétain soient respectés, et qui reconnaît que les droits fondamentaux de l'homme et les libertés fondamentales auxquelles le peuple tibétain, comme tous les autres peuples, peut prétendre à juste titre, comprennent le droit à la liberté civile et religieuse pour tous, sans distinction. J'ai continué mes appels au secrétaire général des Nations unies et à beaucoup de gouvernements en les informant de la détérioration croissante de la situation au Tibet. En 1960, c'est à noter, le gouvernement des États-Unis a annoncé son soutien à l'autodétermination du Tibet. En fait, j'ai reçu 2 lettres du secrétaire d'État Christian A. Herter, une en février 1960 et la seconde en octobre de la même année, qui m'assurait que la position des États-Unis demeurait que le principe d'autodétermination doit s'appliquer au peuple tibétain et qu'il doit avoir une voix déterminante dans son propre destin politique. En 1961, lors de la 16e session de l'Assemblée générale de l'ONU, une autre résolution parrainée par la Malaisie, l'Irlande, le Salvador et la Thaïlande a été adoptée. Dans celle-ci, l'ONU réitère solennellement sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des pratiques qui privent le peuple tibétain de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales, notamment de son droit à l'autodétermination. Une résolution supplémentaire concernant le Tibet a été passée le 18 septembre 1965 lors de la session plénière, dans laquelle l'Assemblée générale réaffirme les résolutions précédentes et se déclare gravement préoccupée de la violation persistante des droits et les libertés fondamentaux du peuple tibétain. En janvier 1960, j'ai saisi l'opportunité de visiter Bodh Gaya et Sarnath afin de rendre hommage respectivement au temple de la Mahabodhi, où se trouve l'arbre sacré de la Bodhi, et au site où le Bouddha a tourné pour la première fois la roue du Dharma. Cette fois-ci, néanmoins, j'avais l'esprit plus tranquille. La dernière fois que j'étais venue visiter le site sacré de Bodh Gaya en 1956, je n'arrêtais pas de me demander si je devais rentrer au Tibet ou solliciter l'asile en Inde. À Sarnath, près de Varanasi, j'ai officié pour la première fois lors d'une cérémonie d'ordination formelle de moine. La tradition exige que le moine qui officie lors d'une telle cérémonie ait été ordonné au moins 10 ans auparavant, ou au moins 5, quand il s'agit d'une personne aux qualités exceptionnelles. Mes 2 tuteurs ont affirmé avec insistance que j'avais les qualités requises et que je devais conduire ma première cérémonie d'ordination sur le site où le Bouddha avait fait son premier discours. J'avais 26 ans. Pour quelqu'un qui porte dans son cœur l'identité monastique, c'était à la fois un profond honneur et une grande joie. J'ai songé à la chance que j'avais de pouvoir conduire une telle cérémonie à l'endroit même où le Bouddha a fait son premier sermon en public après son éveil, connu comme le premier tour de la roue du Dharma,
Parmi les moines ordonnés à Sarnath, on trouve Dagyab Rinpoché, un lama réincarné de haut rang dans la tradition Gelug. J'ai aussi conduit une cérémonie d'ordination à Bodh Gaya et Samdong Rinpoché, qui deviendrait plus tard le premier dirigeant politique directement élu par la communauté tibétaine en exil, était parmi les moines ordonnés ce jour-là. C'est également dans cette ville qu'a eu lieu en janvier 1960 le premier rassemblement officiel de la diaspora tibétaine dans le monde libre. Des délégués d'organismes clés, les 3 provinces tibétaines, Lütsang, Lekham et Lando, de hauts dignitaires représentant les plus grandes traditions bouddhistes du Tibet, des abbés des grands monastères et des délégations venues de tous les coins de l'Inde, se sont retrouvés pour une cérémonie de longue vie en mon honneur. À cette occasion, en tant que représentants du peuple tibétain en exil, ils ont fait ce qu'on a appelé le grand serment d'unité. Les présents ont juré qu'à partir de maintenant, ils feraient tout pour l'unité des Tibétains des 3 provinces et qu'ils endossaient la responsabilité d'œuvrer pour le bien commun au Tibet sous la direction du Dalai Lama. C'est aussi à Bodh Gaya que nous avons décidé de tout faire pour mettre en place une forme de gouvernement représentatif pour le futur Tibet et bien sûr pour notre communauté en exil. De retour à Mussoorie, nous avons célébré le premier anniversaire du soulèvement national tibétain du 10 mars 1959. J'ai ainsi entamé la tradition de faire un discours au peuple tibétain chaque année à cette date pour marquer ce tragique événement. Ce jour-là, j'ai insisté sur la nécessité que nous avions d'adopter une vision à long terme sur la situation du Tibet, au Tibet. J'ai précisé que nous, les exilés dans un pays libre, devions avoir pour priorité d'assurer la survie de notre civilisation, surtout à travers la préservation de notre langue et de nos traditions culturelles distinctes. J'ai affirmé à mon peuple que la vérité, la justice et le courage seraient nos armes et qu'à terme, nous sortirions vainqueurs de notre combat pour la liberté. Pendant notre séjour à Mussoorie, nous avons commencé à établir des plans pour éduquer la jeune génération. À cet effet, nous avons créé la première école tibétaine d'Inde, avec une première promotion de 50 étudiants adultes. Dans l'année, nous avons été en mesure d'envoyer certains étudiants de cette promotion dans diverses régions d'Inde, ainsi que dans des coins reculés près de la frontière népalaise, comme la vallée de Khumbu, pour donner des leçons aux enfants réfugiés tibétains et aussi leur enseigner l'anglais. Le 30 avril 1960, je suis arrivée à Dharamsala, qui allait devenir ma résidence permanente en exil. Nous y avons reconstitué ce qui était de fait un gouvernement tibétain en exil qu'on appelait à l'époque le secrétariat central tibétain et qui a été par la suite renommé l'administration centrale tibétaine. Avec l'aide de mes collègues, j'ai amorcé une stratégie avec un double objectif. En premier lieu, après avoir répondu aux besoins les plus urgents de plus de 80 000 réfugiés tibétains, il fallait les relocaliser d'une façon qui nous permette de préserver notre culture et notre identité pendant l'exil. Le second objectif était d'appeler les gouvernements partout dans le monde, les Nations Unies et la communauté internationale à nous aider à résoudre le problème tibétain. Un volet important de cette stratégie consistait à attirer l'attention internationale sur la situation désespérée du peuple tibétain et l'occupation injuste de notre pays. À l'époque, mes espoirs et mes efforts en cette matière avaient pour objectif ultime de restaurer l'indépendance du Tibet. Dans mon discours du 10 mars 1961 à Dharamsala, mon nouveau lieu de résidence, j'ai entrepris de préparer une ébauche de la structure constitutionnelle et économique à laquelle j'aspirais pour mon pays, en précisant que je la soumettrais sous peu aux représentants du peuple tibétain en Inde et dans les pays limitrophes, afin qu'ils se penchent dessus. Depuis mon premier séjour en Inde en 1956,
Le spectacle de la démocratie en action et le contraste par rapport à ce que j'avais vu à Pékin m'avait profondément convaincu que la démocratie est alors la forme de gouvernement la plus appropriée. À présent que je résidais dans un pays libre, j'ai tout fait pour lancer un processus de démocratisation du système politique tibétain. Au bout de 2 ans, après avoir consulté divers experts, étudié nombre de constitutions de pays du monde libre, et au terme de beaucoup de débats en interne, mes officiels et moi avons rédigé une version préliminaire que nous avons présentée le 10 mars 1963. Cette constitution envisageait l'avenir du Tibet en tant qu'État unitaire démocratique, fondé sur les principes posés par le Seigneur Bouddha. Elle contenait des clauses essentielles dont l'indépendance de la justice, une assemblée nationale élue, l'interdiction de toute discrimination sur des critères de sexe, de race, de langue, de religion, d'origine sociale, de propriété, de naissance ou d'autres statuts, ainsi que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le document contenait aussi dans l'article 36, section E, une clause permettant d'abolir l'autorité du Dalai Lama par un vote avec une majorité aux 2 tiers à l'Assemblée nationale.